Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, émission du 21 mai du podcast de lutte Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par le Québec de la lutte. Moi-même, TJ Holiday. Hello. Buongiorno. Qu'est-ce qui passe ça? Ben, pas grand-chose, hein? La même routine. Le podcast continue de bien aller. Vous êtes de plus en... Le train-train habituel, quoi. Train-train habituel. Vous êtes de plus en plus nombreux. On vous remercie. Puis là, on a toujours bien du fun au podcast, mais il y a des moments où c'est plus dark, puis aujourd'hui, ça en fait partie. Je sais que TJ, t'es un gars émotif. Ouais, ben, merci beaucoup. C'est super gentil. On a fait 3, c'est le 3e qu'on fait, puis à chaque fois, t'es sur le bord de brailler. Ben non, pas qu'on le fait, là. Je le regarde, c'est pas pareil, là. Okay. Beaucoup de pleurer, par exemple, avec les fans qu'on a. C'est vrai, ça. On est choyés. Évidemment, ceux qui sont choyés, c'est ceux qui sont en vidéo sur YouTube, en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Et aussi ceux qui nous suivent sur les sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Aussi, on a des virtuoses des vidéos sur TikTok. Bon, je sais bien. Des virtuoses. Des virtuoses du vidéo. OK. Et oui, trademark this. Et aussi, évidemment, sur Twitch, où on fait des streams réguliers. Même cette semaine, on a fait un Twitch avec les Boys 3. Ouais, avec un son dégueulasse. Ouais, ben, un ventilateur présent. Il faisait froid dans la place sans faire froid. En tout cas, c'était fun pareil. Anyway, venez nous voir sur Twitch pour des futurs streams qui s'en viennent bientôt. On va recommencer le Coliseum dans pas long aussi. Évidemment, plein de surprises. Venez nous voir sur Twitch. Ouais, puis manquez-nous pas à travers la table sur YouTube chaque mercredi ou presque, avec des invités de lutte québécoise et des nouvelles en vrac de l'actualité. Il y en a beaucoup. TJ, on en a fait un mercredi passé, puis déjà, il y a d'autres nouvelles qui apparaissent dans l'actualité. Déjà. On va s'en garder pour d'autres futurs épisodes à travers la table sur YouTube. Manquez pas ça. Exactement. Parlant de YouTube, évidemment aussi, on a notre série sur MyGM avec, parlant de nouvelles, ma GM Stephanie McMahon contre son GM à lui, William Regal. Il y a des nouvelles avec Stephanie McMahon aujourd'hui qui est arrivé, comme quoi elle prendrait une pause à WWE. Ben, je suis sûr qu'elle va être correcte. J'espère. Ben, pour mieux s'occuper d'Hunter, sûrement. Hein. Non, mais c'est pour mieux booker mes shows, je pense. Ah, j'espère, parce qu'à date, c'est pas très fort du côté de Raw. Calme-toi, à date, on a fait juste 2 shows, là. Dominique. C'est égal, c'est presque égal. Un SmackDown domine. Non, pas en tout. Allez voir ça sur YouTube pour voir la preuve qu'il comme des menteries. Mon champion, c'était qui en partant déjà? C'était The Miz, hein? Ah, c'est pour ça que ça commence fort. Dégueulasse. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on va y aller avec un sujet un petit peu plus dark pour pas faire un jeu de mots, mais Dark Side of the Ring, la populaire série de 3 saisons sur Vice, qui met en vedette malheureusement des lutteurs qui ont eu beaucoup de problèmes dans leur carrière, beaucoup de fins malheureuses, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup de trucs comme ça, de problèmes personnels. On avait déjà fait au début du podcast quand que c'était un peu plus underground caché. On était aux couches, on le partageait pas beaucoup. On avait fait Owen Hart, évidemment. Les deux, on est un fan d'Owen Hart, mais j'aime vraiment Owen. C'est un de mes lutteurs préférés. Je le dis souvent au podcast, à peu près un podcast sur 3, je le dis. Barry Windham, là. Ouais, ces deux-là, moi, c'est un amour
indéniable. Et on avait fait aussi, évidemment, le Dark Side of the Ring Chris Benoit, qui était, selon moi, le sujet le plus lourd de toutes les Dark Side of the Ring. En tout cas, personnellement, là, pour moi, là, parce que, évidemment, on l'a plus connu, puis c'est plus dans notre époque, mais c'est quelque chose qui a pas été facile, surtout que ça impliquait la famille et tout, là. Fait que c'était vraiment un podcast difficile à faire. Ouais, et aussi notre podcast populaire sur YouTube depuis nos débuts. Ouais, mais évidemment, là. Dark Side of the Ring, Chris Benoit, le monde veut le savoir, le monde veut l'entendre. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé d'y aller avec un lutteur un peu plus dans l'ombre, mais qui gagne à être connu, qui gagnait à être connu en fait. C'est Chris Kanyon, ancien lutteur de la WCW, que vous avez pu voir aussi à WWE dans la fameuse Invasion qu'on a parlé évidemment sur YouTube il y a pas longtemps et sur toutes les autres plateformes. Chris Kanyon beaucoup vont le connaître plus comme le coéquipier, l'ami de Diamond Dallas Page, la crasse, DDP. Mettre un petit peu d'humour quand même là-dedans. Mais, en écoutant le Dark Side of the Ring, moi, il y a plein de choses que je savais pas qui m'ont surpris. Dont l'acteur principal, si on veut, dans le Dark Side of the Ring, qui est plus souvent là. On va y revenir. Et des gars de la AEW que j'avais aucune idée. Hey, surtout le tag team. Surtout eux autres, j'avais aucune idée de ça. C'est qui le tag team? Non, bon. Un jour, on va l'avoir. Les Young Bucks. Fait que on va commencer ça un peu, mais on va un peu vous raconter ce qui s'est passé dans le documentaire pour ceux qui auraient pas le temps ou que ça leur tente pas de l'écouter. Moi, personnellement, j'ai écouté quasiment toutes les Dark Side of the Ring, fait que j'aime bien ça, là. C'est quelque chose... t'apprends à connaître aussi l'individu en arrière du lutteur. Ouais. Dans le fond, Kanyon, comme tout le monde, c'est un amateur de lutte quand il était jeune. Il écoutait la lutte bien souvent. Puis il a rencontré très jeune dans sa carrière. Et là, c'est là que j'arrive avec l'acteur principal du podcast, TJ. James Mitchell. James Mitchell, pour ceux qui... Ça, c'est à ce qui ressemble aujourd'hui, si vous l'écoutez sur YouTube. James Mitchell, pour ceux qui le connaissent pas, nous, je sais pas pour toi, moi, je l'ai connu principalement à Impact. Toi aussi, j'imagine? Avec Abyss, ouais. C'est ça. Avec le monstre Abyss, qui était une version de... leur version de Kane ou Undertaker, un peu plus Kane là, que Taker. Qui faisait beaucoup de matchs hardcore. C'était une gimmick... Mitchell, c'est toujours une gimmick un peu des ténèbres, là, si on veut, un démon, un genre de Godfather démon, si on veut, un truc comme ça. Fait que toujours un personnage très dark à TNA, un petit peu moins avant quand il était dans WCW, chose que je savais pas à cette époque-là, mais... Attends, mon matin. Il était à ECW aussi. Il était à ECW aussi? Ouais, c'était le gérant de Tajiri et Mikey Whipwreck. Ah, tu vois, ça, je savais pas. Le Dark Carnival. Non, Dark Carnival, c'était avec Vampiro à WCW, mais quelque chose avec Tajiri et Mikey Whipwreck, c'était changé par équipe là-bas, puis c'était lui leur manager, le Sinister Minister. Pis ça, c'est avant WCW? Ou après? Après, hein? Ouais. Après, je crois, pas mal après, ouais. Ouais, parce que, Mitchell, après WCW, il a été à Impact, mais je pense qu'il y a eu sûrement ECW avant, évidemment, avant Impact, là. WCW, ECW, après ça, Impact un peu plus tard, mais j'ai fait des ND aussi, évidemment. OK. Puis, sinon, si on revient au principal intéressé, Chris Kanyon, lui, a commencé sa carrière, a commencé à faire son nom dans WCW avec une équipe qui s'appelait, on va le mettre à l'instant, c'est Men at Work. Ouais. Équipe que je me souviens pas d'avoir vu Chris Kanyon dans le temps. T'sais, on n'écoutait pas beaucoup, on le dit souvent. Là. Ouais. On écoutait moins WCW, puis Chris Kanyon était encore moins sur notre radar à cause de ça. Il luttait à Saturday Night aussi, il luttait pas à Night Show, là, fait qu'il y a encore moins. Déjà qu'on voyait, la première fois qu'on voyait, c'était Night Show, nous autres, fait qu'on voyait, s'il était pas à Night Show, on savait pas c'était. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu checks ça, la gimmick Men at Work, c'est un peu une gimmick, tu sais, on sait que Kanyon, on va en reparler, il avait un secret, là, un gros secret qui le rendait très anxieux, entre autres. Mais Men at Work, tu sais, il y avait un peu un style, je sais pas. Code de construction, là, avec un petit jersey, mais pas de chandail en dessous. Ouais, c'est ça, il y avait, ouais, pis c'était quoi le vidéoclip dans le temps, là, c'est-tu Village People, Macho Man habillé en construction, c'est ça? Ça se peut, ouais.
En tout cas, ça baisse un peu ce look-là, puis on sait que c'était un clip qui était pas mal dans... Comment je pourrais dire ça? C'était plus pour les... pas ça dénonçait, mais c'est très homosexuel, en fait. Très gay comme concept. Fait que, tu sais, à ce moment-là, c'était pas comme c'est aujourd'hui. L'acceptation était vraiment pas rendue où ce qu'on est aujourd'hui. Non. Fait que... puis, tu sais, on va vous le dire tout de suite, là, son gros secret, c'est que Canyon était homosexuel. Personne ne le savait. Puis, il y a un de ses amis d'enfance, par contre, dans le documentaire. Vas-y, TJ, je te laisse. Une personne le savait. Ouais. C'était le gars James Mitchell. Là. Ouais, mais je parle avant que l'incident arrive. Oh ouais. Il y avait son ami qui disait que lui, il s'en doutait quand il était jeune, là, ou qu'il le savait, je pense, là, si je me trompe pas. Là. Puis évidemment, quand tu t'en vas dans la lutte professionnelle, à ce moment-là, on parle de 90. Tu sais, aujourd'hui, même dans la Ligue nationale de hockey, je pense que je sais même pas s'il y a une personne qui a été déclarée homosexuelle qui est sorti, si on veut, j'aime pas le terme sorti du garde-robe, là, mais qui a fait son coming out, si on veut. Je pense il y en a peut-être un. Tu sais, NFL, ça a commencé un peu avec Sam, une couple d'années au repêchage, là, que justement, je joue plus. Fait que, tu sais, ok, peut-être que c'était pas le meilleur joueur, mais moi, je pense que ça y a pas aidé. Celui au hockey, c'est Luke Prokop, je pense, le défenseur qui était avec le Wild, je pense. Ok, ben, tu vois, on voit qu'on est encore loin des progrès, puis dans le monde de la lutte, on connaît tout le monde de la lutte, là, c'est une business quand même assez macho, puis assez... il y a beaucoup d'ego. Surtout à l'époque, moi, c'était encore pire à l'époque. Dans les années 90, oublie ça, là. Mais l'incident que fait que ce que tu disais tantôt, que le seul qui savait son secret, c'était James Mitchell, ben, c'est que Cannon, lui, il déménageait avec son cousin, puis dans le fond, son cousin l'aidait à déménager, puis il y avait une boîte de magazines et de films pornographiques dans la boîte qui a tombé par terre. Puis à ce moment-là, Cannon capote complètement, puis genre il fait comme non, c'est pas moi, c'est James Mitchell, c'est lui qui est gay, c'est lui qui m'a joué un tour, et c'est un gars comme ça, nanana. Puis à ce moment-là, Cannon appelle James Mitchell, puis il fait comme là, tu vas appeler mon cousin, tu vas lui dire que t'es gay, tu vas lui dire que c'est toi qui as fait ça, tu vas le convaincre, nanana. Fait que, à ce moment-là, comme tu disais tantôt, James Mitchell est le seul à savoir à garder le secret de Cannon puis sa mission, c'est un peu de le protéger parce que anyways, James Mitchell va devenir par après le manager de Chris Canyon à WCW sous le nom de Mortis. Non, je parlais de James Mitchell. Ah, James Vandenberg. Yes. Tu vois, il n'y a même pas d'hésitation, James Vandenberg. Tu sais, moi, j'aurais fait James Vandenberg, puis lui, James Vandenberg. Tu vois, l'encyclopédie. Mais ça aide, je l'ai écouté aujourd'hui. Ouais, je l'ai réécouté hier, par contre. Okay. Avant de le faire. Je l'ai écouté 2 fois, moi. Fait que c'est encore pire, là. Tu vois, j'ai broyé tout. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Puis Cannon, pour se développer, pour s'entraîner à la lutte professionnelle, James Mitchell l'amène dans la fameuse école de la Fabulous Moolah. Fabulous Moolah qui entraînait pas d'hommes à l'époque, entraînait juste les femmes. Puis on connaît la réputation de Fabulous Moolah. Ceux qui ont écouté notre Twitch, on en a jasé un peu, je pense, hein, dans les dernières semaines à Twitch, me semble. Ouais, je pense que oui. Me semble on avait parlé de ça, comme quoi Fabulous Moolah avait une méchante réputation, puis que finalement, on sait ce qui est arrivé avec elle. Ouais. Puis fait que Fabulous Moolah a entraîné Chris Cannon, Fabulous Moolah qui était à varger sur Chris Cannon. Puis non, c'était le contraire. Non, c'est le contraire, c'est vrai, c'est Chris Cannon que... Ouais, c'est ça. Excuse. Mae Young qui vargeait sur Canyon. Ouais, c'est ça, Mae Young qui vargeait sur Cannon. Ouais. Puis Cannon regardait Mitchell, puis comme what the fuck? C'est pas ça, me tuer. Fait que c'est ça, fait que tu sais, déjà là, c'était bizarre aussi pour Moolah puis Mae Young d'avoir Chris Cannon dans leur école, mais par contre, Cannon avait beaucoup de potentiel, puis si vous avez écouté encore une fois notre review de WCW, le dernier qu'on a fait, on en a parlé comme quoi Chris Cannon était un très 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 bon lutteur dans le ring, là, tu sais. Il avait pas le plus gros des charismes, mais c'était un innovateur de move dans le ring. Moi, c'était à la fin du documentaire, là, quand ils faisaient leur mea culpa, à la fin, là, puis ils montraient Brian Cage en train de faire des mots de Canyon dans son moveset, là, ça, même pour là.
Comme Ouais. hommage, là. Ouais. Ouais, c'est vraiment beau. Puis tu sais, on va y revenir. Même Brian Cage, Brian Cage, je le connaissais pas vraiment avant AEW non plus. Fait que Un c'est peu, là, pas, mais pas tant. c'est pas mon type de gars, mais fait que c'est ça. James Mitchell qui va manager Canyon après, je pense que ça vient après la gimmick Man at Work. Man at Work, excusez. Ouais. Parce que, évidemment, DDP embarque aussi dans le documentaire à ce moment-là. Et c'est là qu'on va voir le personnage de Mortis, qui est un personnage... le masque était cool quand même. Ben, le gear au complet était écœurant, là. Ouais. Puis, En vert, là. moi, personnellement, Mortis, je l'ai connu plus dans les jeux vidéo quand on jouait dans le temps à... C'était quoi? C'était Revenge ou WCW World Tour, je pense, c'est ça? Je pense que c'est juste Revenge, je pense. Juste Revenge, ok. Ben, Parfait. Nitro, puis la fin même sûrement. Ouais. Aussi, mais surtout Revenge, ouais. Surtout Revenge. Puis je me souviens, si je le prenais, je savais même pas c'était qui à l'époque. Puis j'étais comme, ah, c'est cool, ce truc-là. Ce bonhomme-là. Puis c'est ça, comme tu disais, c'était un Chris de beau gear. Puis tu sais, quand tu regardes le gear de Mortis, je trouve que ça fait tellement pas de Canyon. Tu sais, quand t'enlèves tout ça, tu fais comme, what? Ça par rapport là, tu sais. Ouais. Le gars a quand même une nice face. Il a pas l'air trop méchant, je trouve. Puis, puis Mortis, ben, lui, il est pas mal plus dark. Puis c'est ça, il y avait une coupe de couleurs, là, comme qu'on voit sur YouTube, mauve, vert, mais principalement le vert pour Mortis. Et ça a créé Mortal Kombat en movie. Ouais, ben c'est ce qui m'amène à la prochaine affaire, c'est que c'est la longue rivalité, parce qu'à ce moment-là, il y avait le Sub-Zero de la WCW qui s'en venait, puis ce gars-là, c'était Glacier. Right, wow. Fait que, comme dirait Chris Jericho dans le documentaire, son nemesis, Mortis. Fait que, longue rivalité entre Mortis, qui était comme un peu le Scorpio, contre le Sub-Zero. Scorpion. J'ai-tu dit Scorpio? Ouais. Scorpion. Scorpio, c'est le groupe de musique. Non, c'est Scorpion aussi. Ben, c'est Cool Scorpio, le lutteur aussi, Flash Funk. Ouais, c'est lui, je me suis trompé avec, parce qu'il a fait, j'ai écouté un autre truc hier qui était dedans, fait que. Ok. Pour la prochaine, tu sais, c'est ça. Oh. Fait que, tu sais de quoi je veux parler. Fait que c'est ça, longue rivalité entre, entre Scorpion puis Sub-Zero, donc Oui. Glacier et Mortis, qui était, comme disait DDP, le break de sa carrière. T'as-tu des souvenirs de cette rivalité-là ou? C'était vraiment long. Ouais, ça a quasiment duré un an et quelques, là. Un an? Ouais, mais tu sais, j'ai pas grand mémoire de cette rivalité-là. Je sais que c'était présent beaucoup à télévision dans ce temps-là. Nitro, on le voyait souvent. Mm-hmm. Mais tu sais, évidemment, c'est en 96, 97, ça. Fait quoi, on avait genre 10-12 ans peut-être. Fait que c'est sûr que, tu sais, voir des lutteurs de même, c'est écœurant, là. Ça va nous marquer plus. Surtout que on était dans l'heure où on jouait à Mortal Kombat ici, en gars, puis évidemment. Ouais, c'était bien populaire. C'était très populaire. Fait que c'est sûr que de voir des lutteurs de même, c'était écœurant. Mais sinon, je pourrais pas te dire vraiment, ben tu sais, j'écoute souvent Wrestling Bios, puis j'écoute Reliving the War, genre les affaires, mettons, Raw contre Nitro head-to-head, fait que là, je vois beaucoup ce qui se passe avec eux autres. Mais à l'époque, je n'aurais pas pu te dire, mettons, à part qu'ils sont cool, j'aurais pas pu te dire grand-chose sur eux autres. Moi, je sais que Canyon, pas Canyon, mais comment il s'appelle l'autre, Glacier, il m'avait pas mal plus marqué à l'époque. Ouais. Peut-être parce que je suis plus un fan de Sub-Zero aussi, fait que je sais pas, la couleur m'attirait plus. Mortis était vraiment tombé dans l'oubli pour moi. Puis tu sais, ce qui est plat, c'est que c'est un peu ça la carrière de Chris Canyon, c'est que tout le monde, quand il le voyait, était comme, hey, il a du talent, j'ai peut-être de quoi pour lui, mais tombait rapidement dans l'oubli, puis c'était comme, c'était le gars facile à tasser. Puis avec tout ce qu'il combattait à l'intérieur de lui, ses démons pis tout, ça a sûrement pas aidé à cette situation, mais en même temps, quand t'es un businessman, quand t'as une compagnie, il faut que tu fasses des choix à un moment donné, puis évidemment, ces choix-là ont été faits, mais je sais pas si c'était avant la NWO ou après. C'était avant la NWO, je pense. Moi, avec, ça m'a surpris quand j'ai vu dans ça dans le documentaire. Je te jure que c'était Apanac, c'était en plein milieu, genre. Ouais, c'est ça. Non, mais il a été renvoyé juste une fois de la WCW, hein, je pense. Ben, il a jamais été renvoyé, ce que je sais. Non, son contrat est fini, c'est ça. Ouais, ben, quand son contrat a été pick-up par WWE quand ils ont fait l'invasion, mais après ça, ils l'ont libéré. Mais je pense que WCW, ils l'ont libéré une fois, là.
Ok, non, c'est beau, c'est beau, ça. Il le gardait pas mal pour aider behind the scenes aussi, là, parce que c'était un gars qui, évidemment, il entraînait une coupe de monde backstage aussi. Il était bon là-dessus. Ouais. C'était un gars solide quand il avait besoin de n'importe quoi, genre un bump, whatever. Fait qu'il demandait ça à lui. Ouais, c'est ça. Puis, comme qu'explique dans le documentaire, comme dirait DDP, et arriva la fameuse NWO. La faction. Les fêtes, notre push est fini. Évidemment, comme le trois quarts du roster quand la NWO est arrivé, c'est... Tu sais, autant que c'était cool la première année, autant que ça a tué quasiment la fête au complet après. Mais tu sais, c'est pas de la faute tant de la NWO, c'est plus de la faute du monde qui ont booké. Là. C'est ça, tu sais, NWO, ça serait pas de ça. Peut-être que ces gars-là n'auraient pas eu leur job longtemps non plus. Non, c'est ça. Mais non, évidemment. Okay. Puis, encore là, Cannon tombe dans l'oubli, mais Cannon est un bon worker. Cannon a du respect de ses pairs aussi. À la WCW, évidemment, il y a eu des programmes avec DDP. Il y a même eu... je pense que c'est la WCW qui imitait aussi DDP. Ouais. Qui imitait DDP avec sa perruque blonde. Ouais, je pense que c'était Lee Canyon. Ouais, exactement. Fait que, asti, j'aime pas DDP avec ses cheveux courts. Je l'aimais tellement mieux que les cheveux longs. Mais, évidemment, comme qu'ils disent dans le documentaire, pour une génération, un film qui a marqué notre génération, qui est... On va vous reparler un moment donné au podcast, on va essayer de pogner des extraits en français. Cannon a été un acteur important du film Ready to Rumble, Ça va brasser en français, avec David Arquette, ouais. Oui. Ouais, mais tu sais, je veux pas voler le punch tout de suite, là. Ouais. Il y a des grosses chances qu'à la fin de l'année, on fasse le review du film. Il y a des grosses chances. Ouais, on a le droit de dire des affaires des fois. Ben ouais, l'année passée, on a fait nos Rose Bar, on a bien aimé ça. Fait que, tu sais, on va pas faire une habitude non plus de faire des reviews de films, mais pour une fois par année, on dit pas non. C'est ça. Je pense que ça a marqué vraiment une grosse génération, puis surtout en québécois, là. Traduit en québécois, c'est autre chose. C'est une expérience, comme ils disent. Mais. On va couper la parole, allez-y, continue. Mais non, on se coupe pas la parole, on jase. Ah, ok, parfait. Puis c'est ça comme. Oui, vas-y. Ah, tu m'as eu, si tu m'as eu. Attends. Ah! Ok. Non, ça c'était pas drôle. Ok. Fait que Cannon, qui a aidé David Arquette pour se pratiquer dans le ring, dans les moves et tout. Et a aussi été un stuntman pour plusieurs shots dans le film Ready to Rumble. Surtout celle de Jimmy King. Surtout celle de Jimmy King, où ce qui revoit du ring, le bord de la table aussi. Ouais. Ça, c'était pas Flash News, là, c'était pas l'acteur qui a fait ça. C'est grâce à lui, le spot des 4 points aussi, je pense, lui qui avait trouvé ça. Ouais, le spot de la cage aussi, je pense, je me trompe pas, il y a un spot... Ben, il a fait par après, ce combat de cage-là, puis c'est lui qui a mangé le pomme du top jusqu'en bas. Là. Ouais, c'est vrai, ça, c'est avec Arquette en plus, hein? Ouais, mais je sais pas si tu te rappelles, vas-y. Mais ce show-là, quand ils l'ont fait, là, avec le gros bum de Canyon, là, sais-tu où c'était ce show-là? C'était où le show? Ouais. Non. C'était le même arena qu'Owen Hart est mort. Pour vrai? Ouais. Wow. Au Kemper Arena je pense, c'était quoi, Saint-Louis, c'est ça? Je pourrais pas te dire, mais ouais. C'est la même place qu'Owen Hart qui est décédé là, avec sa grosse chute. La même place. Shit. Ça glace encore plus le sang quand on sait ça. Ça, je savais pas ça. Ouais. C'est un bon point que t'amènes là. Mm-hmm. Puis c'est ça, tu sais, puis là, on parlait beaucoup qui était beaucoup impliqué, mais évidemment, pour faire un petit backup dans l'histoire, c'est qu'après son push fini avec la NWO puis Mortis, qui tombe un peu dans l'oubli, il y a des événements qui arrivent 2 ou 3 fois que, évidemment, James Mitchell puis Cannon font la route ensemble, puis là, tu vois Cannon qui commence à péter une coche après Mitchell, il le frappe, il dit c'est de ta faute, tout ça, nanana, il blâme Mitchell, il donne des coups de coude sur le bord de la tempe, puis il débarque du char, puis casse le miroir, plein de trucs comme ça. Puis après ça, Mitchell c'est juste pas quoi dire. Fait que dis rien, Stan, dis rien. C'était pas loin, hein, en passant pour l'affaire du Kemper Arena. C'est Kemper Arena, mais c'était dans le Missouri. Mais j'étais pas dans la bonne ville, c'était à la Kansas City. OK, mais c'était quand même le même arena. Oui, exact, ouais. OK.
Parfait. Mais, en tout cas. Fait que, c'est ça, Cannon, je sais pas quoi te dire. Fait qu'avec Ready to Rumble, on a eu aussi l'arrivée, c'est ça, là, je parlais des coches qui pétaient dans le char avec Mitchells, que Mitchells savait pas quoi faire, mais, on va voir un peu plus tard dans l'histoire que Mitchells, à un moment donné, ça sera pas toujours faire. À m'amener, là. Évidemment, on a l'épisode aussi que, là, moi, j'ai un petit peu plus connu, parce que la fameuse catchphrase, ça aide toujours à connaître des lutteurs, les catchphrases, là. Mais oui. Avec le fameux Ooh, better than Canyon. C'est Matt Jackson qui a terminé quand, dans les années 90, tout le monde avait une catchphrase, presque. Ouais. Puis tu sais, si c'était pas de Who Better Than Canyon, probablement que Canyon aurait passé 100 pieds en haut de mon radar. Mais je me souviens des fois random, vu qu'on parlait souvent de lutte ou peu importe ce qu'on faisait, on le sortait de temps en temps, Who Better Than Canyon, tout le monde, tu sais, on sortait des affaires en même. Comme des marks, ouais. Ben, on était un peu ça, là. Ça fait quand même 2 ans qu'on fait des reviews de lutte, là, à un moment donné. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Ben rien. OK. On remercie nos 165 abonnés sur YouTube. End counting, on fait pas à tous les fois, mais la dernière fois, on avait 161, on est rendu à 165. Puis gars, je passe même pas dans ton écran. OK. Fait qu'on va revenir au vif du sujet. Who Better Than Canyon, Tag Team Champions avec TDP de la WSCW. Donc, c'est ça. Hein? Le New Jersey Triad avec Bam Bam Bigelow. Ouais. Un de mes préférés, Bam Bam aussi. Ouais, un autre qui a joué dans un très bon film, une très bonne comédie. Tu te souviens? Major Payne. Major Payne. Ouais. Film qu'il faudrait que je me retape à un moment donné. J'ai ça ici de quelque part, que ça traîne en arrière de moi. Hein. C'est sûr. Fait que Major Payne avec Bam Bam Bigelow, un autre classique. Canyon continue son petit train de vie, puis il organise un gros party. Là, juste que tu m'aides à le décrire, là, c'était comme un genre surf party, c'est ça? Ben, un beach club, dans le fond. Ouais, c'était chez eux, ça? Ouais, il avait transformé chez eux en une place pour un gros party, genre, ouais. Beach club, genre. Ouais, c'est ça. Il y avait pas Olivier Primo dans ce temps-là, par contre. Non, je pense pas. OK. Fait que, il y avait beaucoup de parties, il y avait beaucoup de filles, puis évidemment, là, tu vas continuer avec l'histoire, mais... Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est que il y a beaucoup de filles, puis là, il y a une fille, à un moment donné, qui va voir James Mitchell, puis qui dit j'ai l'impression que ton ami, il est peut-être gay. OK. Fait que finalement, la fille, elle va voir... pas la fille, mais James Mitchell va dire ça à Canyon. Qu'est-ce qu'il fait encore une fois? Il pète une coche. Mm-hmm. Puis, on va voir un peu plus tard... il dit, non, je suis pas gay. Là, qu'est-ce que tu vas faire, là? C'est que là, tu vas te pogner une chambre d'hôtel, amène le masque de Mortis, pogne, je dirais pas le nom qu'il dit, là, pogne une fille, une demoiselle, pogne une demoiselle, on va filmer un porno pour montrer à tout le monde que je suis pas gay. Mais le problème avec ça, c'est que Canyon, y a personne qui savait que t'étais gay, à ce moment-là, tu sais. Fait que lui, dans sa tête, parce que la fille a dit ça, c'est que tout le monde le regardait comme s'il l'était, mais personne avait un moindre doute là-dessus. Mm-hmm. Puis, fait que c'est ça. Fait que James Mitchell, ça c'est bizarre comme scène, par exemple. James Mitchell loue la chambre d'hôtel. La fille est là, le masque de Mortis est là, la caméra de Canyon est là, mais Canyon n'est pas là. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Canyon n'arrive pas. Fait que qu'est-ce que James Mitchell fait à ce moment-là, TJ? Il a fait la job pour l'autre. Il a mis donné le masque à la demoiselle, puis il a fait son affaire. Sauf que c'est un peu bizarre de filmer ça quand James Mitchell n'a pas pantoute la même shape que Canyon, non? Ouais, mais l'important, c'est que la fille, elle a le masque, comme ça, il pense que Canyon a le masque à la fille. C'est pas lui qui va c'est pas James Mitchell, ce qu'on va voir dans la caméra, c'est la fille. Ouais, c'est vrai, ok. Ouais. Fait que dans le fond, c'était comme un... Il doit se dire qu'il y a combien de personnes dans le monde qui a un masque de Mortis. Ouais, j'avoue. J'avoue qu'il y avait probablement pas tant de monde que ça. Fait qu'il fait un first person. Ouais. Ouais, shooter. Elle est bonne. Canyon arrive aux petites heures du matin, au début, en matinée. Là, James Mitchell, il compte ça. Canyon part à rire. Puis à un moment donné... Vidéo, non? Il a montré le vidéo, c'est ça. Il part à rire. Ouais, il trouve ça drôle au début. Puis après ça, il pète une coche. Ouais. C'était plus drôle après. Puis c'est à ce moment-là qu'il s'en va dans la toilette. Puis qu'il dit à James Mitchell,
Hey, tu m'as volé mon shampoo. Mon shampoing. Mon revitalisant. Puis là, James Mitchell dit, j'ai pas de cheveux. James Mitchell avait des cheveux, mais il y avait comme un... J'ai 3 poils à la tête. C'est ça, j'ai 3 poils sur la tête. Là, tu vois, il est complètement là, disjoncté. Tu m'as volé mon shampoing. Puis là, encore une fois, agressivité. Étranglement, surtout. Étranglement. Avec les pouces, là, dans la carotide. Là. Ouais, puis je pense que c'était pas celle-là, mais c'était l'autre d'avant, j'avais oublié. Non, c'est celle-là? La première fois, je pense qu'il avait dit qu'il avait étranglé, là. Puis ça avait évanoui. Ouais. Puis après ça, il revenait à lui, il entendait crier. D'un coup, l'autre le regardait, il fait « Oh, t'as-tu, j'ai fait là? » Puis il s'est mis à le prendre des becs à la tête. Ouais, c'est ça. Fait qu'il dit je t'aime, je t'aime. Tu vois que Cannon, il avait pas de mauvaises intentions, mais qu'il y avait des problèmes à ce moment-là. Ouais. Puis là, Mitchell, il dit je me ferais pas avoir une autre fois. Cannon pousse Mitchell. Mitchell fait un flip dans le lit. Se relève, mais il y avait un 45 mm caché en dessous de l'oreiller. Un pistolet. Pistolet. Pointe sur Canyon. Puis il fait Mother! Moi j'aime ça quand il dit Motherfucker! Dans le documentaire. Ouais. Puis évidemment Canyon qui réussit à prendre le gun pis tout. Mais je pense que c'est à ce moment-là en fait qu'il l'étrangle puis qu'il passe out. On s'était trompé. C'est à ce moment-là. Non, je pense que non. T'es sûr? Je suis pas mal sûr qu'il voit le gun pis il finisse par se calmer pis ils se font un rock, je pense. Ça se peut, mais anyway, peu importe, là, c'est, je veux dire, c'est... souvent dans l'émission comme année. Ouais, c'est ça. Exact. Puis, le gars qui fait le documentaire demande à Mitchell, est-ce que tu l'aurais shooté si jamais, puis Mitchell dit ouais, je l'aurais shooté. Il n'y a pas le choix, c'est soit lui ou l'autre, fait que. Ouais. C'est rendu là. Là, on est rendu, TJ, à l'achat de la WCW par la WWF et Vince McMahon. Canyon, qui était un des membres, on va dire, important, parce que le moins important elle mérite d'être en parenthèse, parce qu'on sait que c'était pas les grosses stars qui étaient là. Non. Mais Canyon a une rencontre avec Vince McMahon qui, lui, il dit à Canyon que il y a des gros plans pour lui à WWF. Puis il fait partie de l'Invasion, et à un moment même, chose que je me souvenais pas, Canyon est double champion. Ouais. Champion des États-Unis et champion par équipe avec Booker T. Donc DDP. Excusez, pourquoi j'ai dit Booker T? DDP, voyons. C'est Booker T qui avait la ceinture US. Ouais, c'est ça, exact. Je pense qu'il a donné, je pense. Ou non, je pense que Booker T avait perdu contre Kurt Angle. Il avait aidé que Canyon a gagné contre Kurt Angle, je pense. Ouais, ça se peut. Je me trompe pas, là. Mais pendant l'Invasion, allez voir ça. On a fait un review il y a pas longtemps sur les chaînes. Fait qu'allez voir ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça allait bien pour Canyon. Il y avait quand même un bon spot à la WWF malgré le fait que c'était un peu boboche, mais je trouve que c'était un des gars qui sortait bien. On sait qu'on n'a pas toute la même opinion pour DDP parce que ils l'ont un peu scrappé, mais Canyon, il y avait pas ce que DDP avait. Fait que son spot était bien placé, tu sais, il y avait des... Il s'est battu contre justement Undertaker Kane dans une cage avec DDP, si je me trompe pas. Ouais, à SummerSlam 2001. Ouais, c'est la photo que j'avais mis avec l'entrée en plus. Fait que... Mais par contre, ça n'a pas empêché Canyon de continuer à boire. Il se saoulait, prenait de la drogue et tout. Puis Mitchell ne comprenait pas pourquoi. Il allait le voir, il disait mais non, t'étais avec la plus grosse fédération du monde. T'as des films. T'as des films, t'as de l'argent, t'es champion. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour ça? Ça se passe entre tes deux oreilles, mesdames, messieurs, puis ça... ouais, peu importe qui vous êtes, je pense que ça peut vous atteindre, fait que faites attention à ça. On va leur dire à la fin du podcast parce que c'est un message important, là. Mais c'est ça, il est tout de même dépressif, puis des fois, Mitchell pouvait être là pendant une semaine, un mois, Cannon, il restait 6-7 jours à dormir, puis avec l'alcool puis tout, fait que ça allait vraiment pas bien pour Cannon, puis c'est ça. Puis au même moment, en plus, pas longtemps après, il s'est blessé. Déjà qu'un gars comme Canyon, on sait comment c'est à la lutte, là, quand tu perds ton spot, c'est dur de le reprendre. Surtout quand t'es un mid-card ou un low-card. Là. Puis c'est ça, il s'est blessé beaucoup. Puis lui a voulu revenir rapidement. Fait qu'il prenait beaucoup de stéroïdes. Évidemment, comme plusieurs lutteurs l'ont fait dans ces années-là. Là. Probablement qu'il y en a encore qui le font aujourd'hui, mais c'est plus checké, si on peut dire.
Prenez des stéroïdes pour revenir plus vite, puis ça lui a causé d'autres problèmes de santé qu'une infection dans le sang. Puis là, je vais te laisser aller avec son retour au ring de la WWF parce que c'est un retour, mais un peu fracassant. Ben, en fait, fracassant, mais Ouais, pas du bon côté, par exemple. Pas du bon côté, ouais, c'est ça. Mais non, c'était pendant du segment avec Undertaker, j'imagine. Exact, ouais. Ça, ben, il y avait une rivalité entre Brock Lesnar et Undertaker à l'époque. Comme tu vois, les affaires changent pas vraiment. En 2002, je pense. C'est ça, 2002, 2003? 2003. 2003, ouais, 2003. Ouais. Après, l'Invasion a été terminée depuis un petit bout. Ouais. Puis, non, c'est ça. Puis, il y avait un segment dans le ring où il y avait une grosse boîte de bois, en cadeau, pour Undertaker. Puis, évidemment, il y avait Paul Heyman qui était là sur la rampe, qui a ouvert le cadeau. Puis, quand il a défoncé la porte, il y a Cannon qui est sorti déguisé en Boy George. Évidemment, on sait que Boy George était homosexuel aussi, évidemment. Exact. Il a chanté la tune Do You Really Want to Hurt Me? Ouais. Mais genre, de façon genre exagérée puis pas bonne, puis n'importe quoi pour que ce soit pas bon puis qu'il y ait de la hit, là, si on veut. Puis après ça, ben le segment a fini avec quelqu'un qui a reçu la volée de sa vie, des coups de chaise dans le dos, un chair shot de malade dans la face pour aucune raison, puis ça a la tête, ils l'ont détruit complètement. Puis plus tard, par après ça, Canyon il disait comme quoi, tu sais, pas Canyon l'a dit, mais il pensait dans le documentaire que ce qui arriverait, si mettons il dirait qu'il serait gay, il y aurait des beatdowns dans tous les semaines, puis il y aurait tout ça. Il y a l'affaire que j'ai pas aimé du documentaire, c'est il y a un de ses amis à lui, là, et que je connaissais pas, qui travaillait pour la WWE, maintenant, il disait aussi qu'il l'avait rencontré là. Puis il disait que WWE, il aurait pas fait ça de même juste pour le niaiser, là, que c'est pas, il aurait pas mis du temps pis de l'argent qu'on trouve juste plus pété à gueule pis une leçon, mais tu sais, si on regarde le segment 2 secondes, tu vois bien que c'est pas normal, là, de faire ça, là. Non, c'est ça. Je veux bien croire que c'est censé être correct, depuis que c'est pas des saints non plus, mais on le voit quand c'est quelque chose de malice. Là. Ouais, puis c'est pas la première fois que ça arrivait, puis c'était pas la dernière fois non plus. Là. Ouais. Puis il y avait aussi, justement, on parlait des Young Bucks tantôt, ils étaient là, ouais. ce show-là. Puis les autres étaient des grands fans de Canyon quand ils étaient plus jeunes. Ouais. Évidemment, ils capotaient dessus. Fait que quand ils l'ont vu sortir, ils capotaient. Ah, c'est cool, Canyon est là. Mais plus le segment avançait, plus ils trouvaient ça dégueulasse, eux autres aussi. Là. Tu sais, à l'époque, je pense qu'ils disaient que Matt Jackson, il avait 19 ans, puis mon frère, il avait 16 ans. Ouais, des jeunes Young Bucks. C'est ça donne une idée comme quoi que c'était pas les vétérans comme aujourd'hui. Même Matt Jackson, il avait 19 ans, 20 ans dans ce temps-là. Puis il donnait des conseils de vie, tu sais, à Canyon, tu sais. Ouais, c'était devenu un de leurs bons amis. Il s'appelait régulièrement. Tu sais, un kid de 19 ans qui commence sa vie. Puis à l'époque, dans le documentaire, les Young Bucks disaient qu'il allait tout le temps à un show de WWE, il allait à tous les shows, qu'il trippait là-dessus, puis tout. Puis j'ai aimé ça voir cette version-là des Young Bucks parce que je les ai sentis beaucoup plus humains. Évidemment, c'était leur ami. Puis j'ai aimé ça qu'ils disent que c'était des gros fans de WWE, que ce soit pas caché, puis que... Ben oui. Tu sais, je veux dire... j'avais aucune idée qu'il y avait une relation avec Cannon. Je parle de relation amitié, là. Je juste être pour pas que les gens mélangent les mots. Mais ouais, c'était vraiment bizarre. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun qui admire un gars comme Cannon, qui reconnaisse le talent de Cannon, l'innovation que Cannon avait dans le ring. Tu sais, c'est rare que tu dis que quelqu'un, hey, Cannon, c'est un de mes idoles. Tu sais, j'ai entendu personne dire ça dans la vie, là. Ouais, c'est ça. C'est rare, mais tu sais, on a le droit d'aimer. Tu sais, moi j'aime Jinder Mahal, puis tu sais, je veux dire. Bref, on partira pas là-dessus aujourd'hui. Canyon, malheureusement, après ça, tombe dans l'oubli, évidemment. Finit par se faire libérer. Par contre, on parlait tantôt de gens qui étaient dans sa vie qu'on connaissait peu avec la AEW, entre autres, qui étaient là avant. On parle de Brian Cage, fait que Brian Cage avait été avec Team Taz au début de sa run AEW. Puis dans le fond, Canyon allait dans les indie shows. Puis il a même été dans un show où ce que Brian Cage luttait, puis il avait mis Brian Cage over, il avait perdu contre Brian Cage, puis il avait dit à la fin Maybe tonight you're better than Canyon. Ouais. Fait que c'était Canyon qui avait incité pour le faire gagner parce que début, non, c'est tout le gros nom, tout va gagner. Tu sais, Brian Cage, toi, évidemment, ça fait longtemps, là. Mais tu vois la différence entre Brian Cage, tu prends en entrevue, Brian Cage, tu le vois contre Canyon dans le ring, c'est quand même assez flagrant. Mais non, je trouve ça cool, là. Des fois, t'as des amitiés que tu connaisses pas.
En voyant des documentaires de même, même si moi, je me mets dans beaucoup de regarder les affaires de même, mais des fois, j'apprends des affaires aussi que c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Comme l'autre jour, j'ai regardé après dans la main, il y en a montré un, de Teen of Doom. J'ai écouté, il y a l'affaire que je savais pas là-dedans, que j'ai appris. Puis je trouve ça vraiment intéressant, même si évidemment l'histoire est triste, comme le 3/4 des histoires qui montent dans cette émission-là. Mais non, j'aime ça écouter les nouvelles affaires, puis c'est une des meilleures émissions pour faire ça. Ouais. Bon, on aime toujours ça, savoir les dessous un peu de notre sport qu'on aime, même si des fois, en creusant, on trouve des choses qu'on aime peut-être moins, là, mais évidemment, ça fait partie ça fait partie un peu du mythe de nos idoles, peu importe le sport, ça peut être des musiciens, whatever. Il y a un épisode un peu space où ce que Canon a complètement déliré. Un épisode un peu psychotique, on peut l'appeler comme ça, je pense. Où ce que il disait qu'il y avait des aliens qui couraient après. Puis il était complètement à côté de son cerveau. Là. Je pense que c'est vraiment une psychose. Là. Je pense qu'on peut le décrire comme ça. Là. Il paniquait, il pensait qu'il y a du monde qui courait après. Puis si je me trompe pas, corrige-moi, les Young Bucks étaient là pour l'attacher? Non, c'était l'autre gars, là, c'était Luke Hawk, je pense qu'il avait dit ça. Là. Ok, ouais, le gros beef, là. Ben, celui qui avait pas de cheveux sur la tête, là. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, mais c'est ça, c'est un lutteur vraiment, tu sais, il y a pas, moi, je le connais d'une couple de places, là, quand j'ai vu, WSX, il était là-dedans, sinon il a fait un peu de TNA, mais c'est un gars qui est plus populaire des indies américaines, là, vraiment aux États-Unis. Mais non, puis c'était lui, il y avait une couple de gars avec lui. Je pense pas que ce soit du monde qu'on connaît, mais il avait vraiment, tu sais, il disait comme quoi les clients, puis il l'avait attaché. Tout ce qu'il voulait, c'est dans le fond qu'il arrive, puis il voulait aller voir les aliens, tout, puis l'autre, ils l'ont attaché. Ils ont entendu qu'ils dorment, parce qu'ils se sont dit, si mettons, on l'attache, puis il va s'endormir, il va se réveiller, il va être correct. C'est vraiment ce qui est arrivé. Ouais. Et voilà, c'est ça. Puis, tout de suite après cet épisode-là, il a été diagnostiqué avec un trouble de bipolarité. Puis c'est à ce moment-là qu'il a pris la décision que là, c'était assez. Puis que à ses amis proches, il a annoncé à tout le monde qu'il était homosexuel. Puis le monde était comme « OK, and what? Ça change rien pour tout ton thème. » Puis c'est vraiment une bonne réaction de ses amis que lui, il pensait « Ah, tu me trouves pas méchant, nanana. » Il y a juste Cage qu'au début, là, au moins il était honnête, là, il a dit, voyons non, il est gay, voyons non, comment ça? Et pour ça, plus qu'il pensait, il disait, ça change quoi? Ça change absolument rien. C'est ça, ça changera rien quand même qu'il soit gay, ça reste le même, on a la même amitié pareil, là, c'est juste que... Au moins il était honnête, j'ai aimé ça de lui, là. Ouais, il y avait pas de, il a dit que ça l'avait shaker. Ben, je pense que c'est normal, c'est quand tu connais quelqu'un depuis des années pis qui fait comme, hey, finalement, j'aime plus les femmes ou j'aime plus les hommes, en tout cas, vice versa. Au début, je suis sûr que t'es un petit choc, tu fais comme, ouais. Ok, ben, Chris, à un moment donné, t'en reviens, là, je veux dire, t'as le droit d'aimer ce que tu veux. Ah ouais, son corps, son choix, hein. Toi, t'es fatiguant que ça. Fait que c'est ça, tu sais, ensuite, il y a une mission de devenir un modèle puis de propager, il s'approprie un peu aussi ça comme si c'était une gimmick. Il réagit très mal au fait que la WWE met de l'avant Orlando Jordan parce que avant, dans un show indie avec DDP, il annonce devant la foule qu'il est gay. Puis DDP, il sent dans ses bras, il dit « Je t'aime mon frère », blablabla. Puis c'était bien cool de faire ça. Ça, il a fait du bien de faire ça devant tout le monde. Il se sentait vraiment libéré pour la première fois depuis longtemps. Puis ça, la WWE met de l'avant Orlando Jordan comme premier homme gay à WWE, je pense. Mais je sais pas s'ils l'ont fait ou ils voulaient le faire, parce qu'il me semble que... Moi, je pense pas. Parce que plus tard, par après, il avait parlé de Darren Young, puis il l'avait annoncé comme le premier lutteur qui était gay. Fait que je sais pas si c'était des plans qu'ils voulaient faire, ou bien ils l'ont fait, je m'en souviens juste pas, mais d'après moi, ils l'ont jamais fait, je pense. Non, c'est ça, je pense que c'était plus des plans, parce que moi aussi, quand je regarde le documentaire, j'étais comme, me semble ils ont jamais parlé d'Orlando Jordan comme ça. Me semble qu'on l'avait su des années plus tard. La seule place qui avait mis ça à l'avant-plan, c'était TNA, là, quand il avait été là. Ouais, plusieurs années après. Mais il était plus vie que d'autres choses dans cet enfant-là. Il y avait des femmes et des hommes. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Longue histoire. Ouais. Fait que, non, ça, je pense que t'as raison là-dessus, ils l'ont pas fait, parce que je me souviens que Darren Young, ça avait été annoncé partout sur Internet, puis il avait maximisé ça pour évidemment... Mais dehors un an après, genre. Ouais, c'est ça.
quasiment. Là. Mais c'est ça, puis Cannon a même été voir Stephanie McMahon pour lui dire non, je veux vraiment être le porte-parole, je veux que ce soit moi. Ouais, il avait écrit, excuse. Ouais. Il avait écrit, puis il avait été dans un live event, puis il avait été sur le coin du ring, je me trompe pas, c'est ça? Mais c'est vrai WrestleMania 20, je pense. Ouais, après le match. Ouais, c'est ça. Après la célébration, il avait monté sur le coin du ring, il voulait se faire remarquer, puis le WWE l'avait même invité à un after party. Ouais. Puis évidemment, il avait parlé avec Vince, puis il avait fait un peu, tu sais, je pense qu'il était un peu intoxiqué à ce moment-là aussi. Là. Fait que il avait fait un peu des ravages backstage, puis les Young Bucks disent dans le documentaire, c'était pas la chose à faire, c'était pas la bonne chose à faire, évidemment. Quand t'es intoxiqué, tu fais rarement la bonne chose, surtout quand t'as des problèmes. Puis ouais, c'est ça. Puis là, évidemment, désolé, je vais vous downer parce que c'est de plus en plus difficile pour Chris avec tout ce qui se passe. Un matin, il appelle Matt Jackson qui était dans la douche. Puis il dit, d'être dans la douche. Il était sur le bord d'être dans sur le bord. Il était tout nu. Non, il était en serviette dans la vidéo. Moi, je pense qu'il dans la vidéo. Moi, je pense qu'il avait fait ça, là, le beau Matt Jackson. Mais 19 ans, c'était jeune. On était pas là. Fait que... Vraiment pas. Fait que lui, il dit, je pick up toujours pour Canyon. Puis, ils ont parlé pendant de longues minutes, Canyon qui était, il disait qu'il voulait se suicider, puis là, Matt Jackson qui a tenté de l'empêcher, puis tu sais, souvent il y avait des idées noires, il en parlait de temps en temps, mais tout le monde prenait, tu sais, fais pas ça, ben non, puis tu sais, souvent quelqu'un qui le dit, le fait pas, là. C'est comme la légende, là, quand t'en parles trop, tu le fais jamais, là. Mais tu sais, faut jamais prendre ça pour acquis que ton ami va pas le faire, là. S'il y a des problèmes puis qu'il en passe parce que peut-être qu'il a besoin d'aide. Exactement. Fait que c'est ça, tu sais, comme tu disais tantôt, c'est un peu bizarre avec Matt Jackson pis tout, puis là il a raccroché, puis Matt Jackson était bouleversé, évidemment par ça. Il y a personne qui veut se faire dire ça, surtout à 19 ans. Puis c'est un autre épisode de malaise, on veut, de Cannon, mais ensuite il y a eu quelques apparitions TV, dont Howard Stern Show. Ouais, où il avait reçu des calls, il était appelé par Ric Flair. Ouais. Mais avant ça, c'était John Cena qui était à l'émission, puis Howard Stern il a demandé que c'est vrai que Cannon va te mettre dehors parce qu'il était homosexuel ou whatever. Puis là, l'autre il avait juste dit comme quoi qu'il non, il pense qu'ils l'ont réussi parce qu'il était juste pas assez bon. En même temps, je peux comprendre son point de vue, là, Cena, comme quoi il dit ça parce que c'est un WWE guy qui est engagé là-bas, là, mais je pense que c'est pas la meilleure affaire qu'il aurait pu dire. Ouais, là, je pense que pour cette fois-là, il a été trop corporate. Puis, je me demande si Cena... Tu sais, ça, c'était... Ben, pas ça. C'est que c'est sûr que tu regrettes, veux pas, parce que je sais pas si Cena, il était vraiment au courant des problèmes tant que ça que Canyon. Je pense qu'il était pas au courant puis qu'il était vraiment concentré sur sa carrière, fait qu'il disait les choses pour sa carrière et il regardait pas à côté, là, il était concentré. Puis Cena, on sait que c'était pas le meilleur lutteur, là, fait que quand il avait son spot, il voulait le garder, évidemment. C'était pas très jojo à voir. Puis Canyon faisait souvent des jokes sur l'homosexualité dans le Howard Stern Show pour justement parler de ça, mais aussi pour un peu désamorcer les mauvaises langues contre l'homosexualité. Et là, comme tu dis, Ric Flair qui a appelé, puis il y a eu ils ont eu un petit argument, ben... Il a dit la même chose que Cena, comme quoi il était d'accord avec eux, donc il était juste pas assez bon, pour ça qu'il n'y avait pas de job, puis que c'était pas rien d'autre. Mais bon, en tout cas, c'est gardé. Ouais. Tout le monde aura leur opinion, évidemment, whatever. Puis ça y avait fait de la peine parce que Ric Flair, c'était un de ses héros. Hein. C'est ça. Fait que... c'est un autre peut-être malaise, mais évidemment, Cannon finit la soirée au bar, puis... il y a quand même du fun, il fait rire le monde au bar. Je sais même que dans les derniers mois, dernières semaines, avant que la tragédie se passe, c'est justement après ce show-là, il avait fait un shitty show, un match vraiment pourri. Ouais, le monde riait de lui. Ouais, exact. Puis quand comme disait Mitchell, quand le monde rit de toi, mais rit pas avec toi, t'es pas mal done dans le business, là. Fait qu'ils sont allés au bar, mais au bar, c'était comme le clown de service, puis il faisait rire tout le monde riait avec lui, fait que ça l'avait un peu repépé. Puis à un moment donné, il y a un homosexuel qui l'approche au bar pour lui dire, pour le remercier du message que
ça l'a beaucoup aidé dans sa vie personnelle lui aussi. Puis évidemment, il était down encore, puis Mitchell a dit, tu sais, tu fais du bien au monde, t'es un message positif, tu vois pas ce que t'es en train de faire, c'est bon ce que tu fais en ce moment, le monde t'aime. Puis si on peut appeler ça un peu le last ride, ils se sont pognés un peu, mais les deux Cannon est allé reconduire James Mitchell à l'aéroport, puis pendant ce temps-là, Cannon, lui, il racontait toutes les bonnes histoires. Il se rappelait le bon vieux temps avec Mitchell en riant, puis... Viens-tu quand on a fait ça, puis là, il y a comme des défoncés, puis évidemment, après ça, ils sont partis. L'autre, il est parti, puis ils ont fait chacun un hug, puis c'est la dernière fois qu'ils s'étaient vus, je pense. Ouais, puis Mitchell avait dit à sa femme, je pense qu'il va vraiment le faire cette fois-là. Puis DDP avait dit aussi qu'il avait vu Cannon, je pense, le matin ou la même journée de... Puis qu'il l'avait pas appelé, je pense. Ouais, c'est ça. Il m'avait demandé s'il l'avait appelé ou je sais pas trop, puis il avait dit que non. Il m'a appelé hier, mais il m'a pas appelé encore aujourd'hui. Ouais. C'est là, le lendemain, je pense qu'il y a eu l'appel, genre à 6h du matin. Je pense qu'il avait dit Mitchell ou DDP. Là. Mitchell, ouais. Puis quand t'as un call à 6h du matin, c'est jamais un bon signe. Mais non. Fait qu'il avait pris des pills d'antidépresseurs, puis il a fait un overdose, évidemment, qui a été déclaré comme un suicide par la suite. Évidemment, quand tu prends toutes ces pilules-là, c'est parce que tu veux. C'est ça, parce que t'as un plan en tête. C'est super malheureux, évidemment. Chris Cannon, peu importe le talent qu'il avait dans le ring, peu importe la place qu'il avait dans l'hiérarchie de la lutte, je pense que c'est important de parler de ses problèmes, c'est important de... Je sais pas, même si c'est dans une grosse business comme ça, je pense de plus en plus on va le voir, là, faut en parler plus, le bullying, WWE, je pense qu'ils ont pas compris ça encore, même s'ils pensent qu'ils font du bien. Je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, il y ait des règlements, il y ait des, je sais pas, il y ait des, je vais pas dire des syndicats, là, parce que je pense que ça arrivera jamais, mais il faut qu'il y ait des suivis là-dessus, parce que ces gars-là sont souvent laissés eux-mêmes sur la route, avec des mal chroniques, que ça aide pas. Tu sais, t'as lutté, tu luttes, j'ai lutté, ça fait mal, mais jamais au niveau que les autres ont lutté. Mais tu sais, c'est sur la route non-stop, puis je pense qu'ils ont besoin d'aide. Puis évidemment, entre deux chaises de métal, si vous voulez parler, on vous invite à parler parce que c'est important, maladie mentale, peu importe quoi. On voit ce que ça donne avec plusieurs humains. Puis un petit détail aussi qu'on n'a pas mentionné dans le review qu'on vient de faire. Cannon aussi, là, pour ceux qui savent pas, qui ont vraiment entendu parler, là, mais il y avait aussi un petit list aussi là, qui faisait qu'il parlait pas clean, fait que c'est une affaire de plus qui faisait qu'on doutait ses affaires. Là. C'est pour ça, en général, aussi, qu'il y avait son manager avec lui pour l'aider. Là. Même dans une de ses chicanes au début, il disait ça comme quoi que ce serait pas que tu fais qu'il y aurait son liste, puis il arrive pas besoin de lui, puis c'est un trou de cul, whatever, puis avant qu'il fasse son petit affaire qu'on a rendu avec des tranglages et tout. Là. Il disait comme quoi que c'est à cause de ça, à cause de. Je sais pas vraiment comment tu te sens en français, là, un liste, là. C'est pas genre tu zappes, je pense. Non, zapper, c'est quand tu manges. Ah oui, c'est vrai. Ben ouais, zozote, là, je pense. En tout cas, tu parles un peu sur le bout de la langue, là. Ouais, ça, tu parles sur le bout de la langue, mettons, on va dire ça. Ouais. Fait que lui, il y avait beaucoup cet accent-là là, qui faisait ça, fait que ça l'aidait pas beaucoup. Une raison de plus, c'est qu'il disait qu'il était pas à l'aise non plus tout le temps. Là. Mais bon. Fait que c'était ça, notre review du Dark Side of the Ring sur Cannon. J'espère que ça vous a bien résumé un peu ce qui s'est passé. Puis comme on vous a dit, on connaissait pas beaucoup Cannon. On a des... Tu sais, allez voir ses matchs, peut-être, si vous voulez vous rappeler un peu ou vous êtes curieux. Allez voir ses matchs en Mortis. Il y a une couple de matchs en Cannon aussi après Mortis qui était pas pire. Avec DDP. Il y a une couple de matchs à WWE aussi qui a fait des bons singles matchs là, que je pourrais pas vous nommer par cœur, mais... Je pense qu'il y a quand même des matchs qui méritent d'être vus. Bon, on a dit contre Kurt Angle tantôt, on va sûr que c'est un bon match. Hein. Ouais, il n'y a pas grand mauvais match contre Kurt. C'est ça. Puis évidemment, ça va brasser Ready to Rumble. Puis c'est ça, encourager les personnes à parler et appuyer-les. Je complète Dark Side of the Ring. Merci TJ d'avoir mis tes émotions en jeu. Ouais, ça tape. On n'en fait pas trop souvent. On n'en fera pas trop souvent. Là. Non, mais... Dans 2 semaines. Non, c'est vrai. Non. Je mets mon pied à terre. Okay. Ouch. C'est ça. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Non, on n'a pas terminé avec vous autres. On ne vous laisse pas partir tout de suite de même. Drette une gosse. Ok, désolé. Là. On va finir ça sur une note plus positive un peu.
Ben, très plus positive. On va vous faire un petit entre deux collections impromptu. On est dû pour un quiz. D'ailleurs, je me permets de te dire, je vais peut-être Dave va peut-être être de retour pour la prochaine biographie. Ok, ouais, parfait. Parce qu'il y a quand même un certain knowledge dans ce truc-là, pour lui donner. Puis, on est dû pour un quiz. C'est qui? Dis-moi les gars, ça. Je te dirai pas à personne. C'est Frippe et Pouille. Non, c'est pas ça. Fait que là, on y va avec le à travers la table, mesdames, messieurs. En deux collections. Oui, en deux collections. Voyons, tabarouette, peut-être. Et en deux collections présentées par la CWC, qui a un encamp demain soir, 19h30, si je me trompe pas, 19h, sur Facebook. Je pense que oui. C'est ça. Fait que je vais être là, TJ. Si mon horaire me le permet, je vais être là et je serai actif. Non, fallait bien, hein? Hein? C'est parfait. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que tu commences. Vas-y. Ben, j'ai pris deux petites affaires cette semaine. J'ai pas 30, j'ai pas beaucoup, là, mané, c'est vraiment à faire des faux, mes options, là. Je pourrais montrer bien des affaires encore, mais c'est des affaires similaires que je vais montrer apparemment. J'ai fouillé. J'ai trouvé deux petites affaires. Pas des bobettes mangeables, là? Ben non, ils seraient pas là, ils auraient déjà mangé. Bref, j'ai trouvé des petites cartes holographiques. Pokémon? Colosseum, ben non, Okay. Colosseum Video Collector's Card qui ont sorti en 1993. Belle année. Je sais pas si... Ouais, belle année, ben oui, le 20 écœur. Voilà. Comme tu peux voir à l'écran. Oh, shit! Oh, nice! Ouais. Hulk Hogan, j'en ai 3. Hulk Hogan. Wow! The Undertaker. Et, pour terminer, Monsieur Parfait. Un headlock, c'est-tu sur tête DiBiase, headlock? Non, on dirait que l'autre, celui de Hogan, par exemple, je pense que c'est DiBiase. Ok. J'avais juré reconnaître la belle chevelure de mon Ted. Ben, il y en a beaucoup qui ont la même chevelure qu'il y a eu, surtout à l'époque. Ouais, il y a ça. C'est ça, fait que 3 belles petites cartes holographiques, mais c'est pas tout pour cette semaine dans 2 collections. Et voici. Oh! Genesis? Oui. WrestleMania The Arcade Game, évidemment. Avec, on parlait tantôt du semaine Mortis, Mortal Kombat, mais ça, c'est, ça ressemble pas mal à Mortal Kombat. Dans le fond, c'est comme, ceux qui savent pas. Ce jeu-là, c'est comme dans le style, Mortal Kombat rencontre NBA Jam. C'est vraiment similaire avec beaucoup de commentaires aussi de M. McMahon, de Vince, qui était à l'époque commentateur. Puis, évidemment, dans ce jeu-là, il y a les acteurs qui sont suivants. Ici, il y a Doink, Razor Ramon, The Bret, Human Heart, Lex Luger, évidemment, Undertaker, Yokozuna, Bam Bam Bigelow et Shawn Michaels, et un fanatique comparé à celui du Super Nintendo. 2 heures de plus dans celui-là. Parce que dans celui du Super Nintendo, Yokozuna et Bam Bam Bigelow n'étaient pas dans le jeu. À cause mais voyons donc. J'imagine qu'il y avait un manque de sa cartouche, je sais pas. Puis ouais, fait que ils sont souvent sur le jeu de Genesis. Il est parti ça. Fait que mon jeu de collection cette semaine avec les cartes holographiques, c'est ça. WrestleMania The Arcade Game sur Genesis. Ben, c'est bien parfait. Oui. J'aime bien ça. Pas grande surprise cette semaine. Je peux-tu le dire pareil que le même que moi? Ben oui, c'est pas grave. Ok, j'étais allé chasser, j'étais allé à la chasse au Walmart cette semaine. Je me suis rendu un petit peu plus loin que chez nous pour avec un fan d'Underchase de métal qui m'a donné un spot où aller chercher ce que je cherchais. Donc, je me suis rendu à ce spot-là et j'ai trouvé. Un shout-out. Faut que tu donnes un shout-out à la personne. Ouais, attends une minute, je vais dire son nom. Je l'ai pas loin ici. Il s'appelle Tilou Goodfella. Fait que je sais pas si c'est son vrai nom. Mais sur Instagram, je sais qu'il écoute le podcast, mais Tilou Goodfella, je te remercie de m'avoir donné la place. Et j'en ai pris un pour TJ en même temps parce que les deux on le voulait. C'est cette fameuse figurine de Shawn Michaels sortie tout récemment. Superstar. C'est une série de 4 avec Shawn Michaels, The Ultimate Warrior, Kevin Nash et Scott Hall. Ça, c'est la première série et je crois qu'il y en a une deuxième en cours déjà. C'est la deuxième, ça. La première, c'est la deuxième. Celle avec Ric Flair, Honky Tonk Man, Bray Wyatt. Ah ouais? Pour vrai?
Ouais, il y en a un, Bray Wyatt, mais tu sais, avec le chapeau, là, bizarre, pas le Bray Wyatt comme tu... OK. Puis l'autre, je sais pas, c'est Hogan, je pense. Ouais, Hogan. Fait que, il est très, très, très beau. Ça, tu me faisais rappeler que c'était le match contre Ariba. Oui, ben, sans la ceinture intercontinentale, évidemment, mais oui, c'est le même gear qu'il y avait à l'époque pour ça. Et j'aurais dû en pogner un parce qu'il y avait aussi Kevin Nash et Scott Hall quand j'étais allé. Ah, ouais. Mais ils sont quand même pas donnés, 35$ le bonhomme. Ben, à Star de nos jours, hein, les bonhommes, surtout ceux qui sont beaux, là, ils vont coûter cher. Mais regarde, d'habitude, ces bonhommes-là, ils viennent jamais à Montréal, fait qu'imagine. Ouais, fait que j'imagine. Puis on est bien content de les avoir dans notre collection. Oui. D'ailleurs, là, c'est en train de changer en arrière dans mon décor. Là. On va tout arranger ça bientôt. Ça va être que de la lutte, ça. Justement, en parlant de collection, on veut lancer un prompt rétablissement à Firestorm. Oui, absolument. Il y a eu un petit pépin, on va dire, en auto. Tabarouette, hein? Le char en envers. Basculé upside down, un peu comme le Titan de Mick Foley. Fait que lui, c'était pas assez de débouler les marches. Il fallait qu'il fasse un flip en char, c'est ça? Débouler les marches, il n'y a pas, son balcon n'est pas tombé. Là. C'est ça, le balcon tombé, là. Ouais. Fait que là, faudrait que t'arrêtes de jouer avec le feu. Ouais, reste chez vous, fais des encans. Fais tes encans. Puis ça fait longtemps que je suis pas venu faire un tour sur l'encan, fait que bientôt, je vais essayer de faire un tour. Ça donne jamais, quasiment. Fait que, c'est ça. Bon rétablissement. Prompt rétablissement, faites attention sur la route, puis surtout à ceux qui ont... Faites attention du coup là, prenez soin de vous, puis prenez soin de nous. Puis quand pour prendre soin de nous, c'est comment, TJ? Ben, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On est rendu pas pire, hein? Maintenant, à force après 2 ans et demi, 3 ans, maintenant. Bref, ouais. C'est ça, fait que, évidemment, on est aussi sur Twitch avec des streams quasi réguliers. Et bientôt, on va donner des nouvelles sur Twitch, évidemment, sur nos prochains rendez-vous. Ouais. Puis, évidemment, sur YouTube, notre série WWE2K22, MyGM, moi contre Marc. Et oui, fait que nous là-dessus. Évidemment, le podcast est disponible en vidéo aussi sur YouTube, avec à travers la table aussi seulement sur YouTube, mais en audio pour le podcast. C'est aussi sur Apple Podcast, Allo Québec et Spotify. J'aurais pas mieux dit. Et nos prochains rendez-vous? Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va être en direct. En direct. On va faire un podcast avec Alex qui est de retour pour AEW. Fait que je sens que je vais être seul de mon bord. AEW Double or Nothing. On va faire nos prédictions. Alex, oui. Je dis tout de suite, là, pour une des rares fois, là, depuis la AEW, là, je trouve que c'est leur pay-per-view le moins bien buildé depuis le début. Je suis d'accord. À part quelques exceptions, évidemment, là. Mais je te dis que la plupart des affaires là-dedans, tu sais, je sais que le premier résultat va être bon pareil en bout de ligne, mais le build-up est, comparé à d'habitude, je trouve qu'il est so-so. Une chance que Wardlow et MJF. Wow. Quelle rivalité, hein? Ouais. Ben, tu sais, évidemment, oui, tout le monde va dire, c'est sûr, il y a MJF dedans, mais Wardlow tient son bout aussi. Non, Wardlow, c'est pas juste un figurant là-dedans. Oh non. Mon homme. Okay. Il est sexy. En plus, il se fait donner des coups de strap et se fait bouger les pecs en même temps. Bref. C'est ça. Fait qu'on va être... Alex va nous donner des prédictions. Puis on va essayer d'avoir des petites vidéos, des photos de comment c'était sur place. Parce qu'Alex va être sur place à Vegas. Donc ça. Et la semaine d'après, on a une surprise. On vous le dit pas tout de suite. Là, c'est quand même dans 2 semaines. Mais quand même, nous autres, on se parle souvent, évidemment. Mais nos prochains mois et demi, même 2 mois, et je pense, on sait où qu'on s'en va pour les prochaines semaines. Ouais, puis ceux qui sont un petit peu plus lutte québécoise avec À travers la table, soyez au rendez-vous parce que on a des invités qui s'en viennent de marque et on a des invités à vous faire découvrir et qu'on va découvrir en même temps que vous parce qu'on s'intéresse aux produits. Donc, c'est ça, puis on va vous dire qu'on va être sur place prochainement pour un show de la lutte québécoise. Si on y va prochainement, on va vous faire signe. Puis surtout pour les fans de lutte féminine. Oh, on n'en dit pas plus. Fait que, sur ce, soyez gentils, soyez prudents, mais soyez extrêmes. TG? Arriba?